Il n'y a pas eu élection de gouverneurs et des sénateurs dans la province du Kwilu, notamment en cause l'annulation de l'élection du 20 décembre, notamment l'élection des députés nationaux et députés provinciaux à Massimanima précisément. Jusqu'à présent, aucune perspective sérieuse n'est donnée, semble-t-il, par la CENI. Les jeunes s'inquiètent, mais également la notabilité. Beaucoup de jours après, ils ont des propositions sérieuses à faire aux institutions de la République, notamment Héritier Mambweni qui est avec moi et qui va nous en dire plus. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, M. Gaëtan. Héritier Mambweni, vous êtes un jeune notable de Massimanima, mais également acteur politique. Vous évoluez dans un parti politique, l'UNC. On va parler de la situation au Kwilu d'abord. Ensuite, on pourra parler aussi, si le temps le permet, de l'imbroglio qui existe à présent au sein de l'Union sacrée de la Nation. Au Kwilu, vous les jeunes, vous avez lancé une sonnette d'alarme. Vous redoutez justement ne pas figurer ou faire partie des institutions parce que jusque-là, l'élection qui se pointe à l'horizon n'est pas certaine. Bien évidemment, M. Gaëtan, merci d'abord de l'invitation. Les élections dans les territoires de Massimanima ont été annulées par la Commission électorale nationale. Justement après les cas des fraudes, de bourrage d'urnes enregistrés, etc. Oui. Des bourrages des urnes de plusieurs candidats d'ailleurs qui ont été invalidés de surcroît par la CENI. Ouais. Et nous attendons et nous espérons bien que les autres institutions judiciaires vont se charger de leur cas. Ouais. Les élections ont été annulées et la CENI a publié un calendrier, si j'ai encore une bonne mémoire, qui fixait les élections au 28 avril. Déjà passé. Un premier calendrier donc. Un premier calendrier qui n'a pas été respecté malheureusement par la CENI, qui a évoqué de problèmes d'ordre logistique et financier. Et deuxièmement, la CENI vient fixer les élections au 12 juillet. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes déjà... Pourquoi ça vous inquiète 12 juillet, c'est encore... Aujourd'hui, nous sommes le 15 mai, et puis 15 mai, 15 juin, 12 juillet, c'est pratiquement 2 mois. Bien sûr, M. Gaëtan, pour organiser les élections au 12 juillet, il y a des préalables. Okay. Parce que la CENI avait publié un calendrier réaménagé, mais qui, jusqu'à ce jour, n'est pas respecté. Pour arriver à la tenue des élections le 12 juillet, il faut respecter un calendrier à partir d'aujourd'hui ou à partir des jours passés. Parce qu'il y a des agents de la CENI qu'il faut recruter, parce qu'il faut remplacer toutes ces personnes qui ont travaillé à la CENI et ont favorisé la fraude. Mais à ce jour, rien n'est fait sur le terrain. Alors nous venons avec une proposition qui est la meilleure d'ailleurs. Avant d'en arriver là, avant que vous puissiez faire cette proposition, vous êtes sûr que ces élections ne pourront vraiment pas être tenues, c'est ça, d'après vous? Ou soit juste ce sont des démarches politiques et politiciennes de votre part? La difficulté est telle que au jour d'aujourd'hui, nous ne saurons pas, vous non plus moi, d'affirmer s'il y aura élection au 12 juillet. Puisqu'il y a eu un report déjà, peut-être qu'il pourrait y en avoir un autre. Qui pouvait aussi conduire à un autre report le 12 juillet, parce que jusqu'à ce jour, sur terrain, on ne voit pas les agents de la CENI recruter ceux qui doivent travailler pour l'organisation des élections au 12 juillet. Et à Massimanima, plus personne n'est d'accord sur un probable report à venir. Voilà pourquoi nous avons des solutions à proposer et à la CENI et à toutes les institutions de la République. On va parler justement de ce que vous préconisez. Mais le fait qu'il n'y a pas eu élection des gouverneurs et des sénateurs dans votre province, quel est l'état psychologique même de la population? Comment a-t-elle accueilli cet événement? La population est orpheline à ce jour parce que la province ne participe pas aux enjeux politiques de l'heure, plus particulièrement les territoires de Massimanima. Le samedi, nous aurons élection au bureau définitif de l'Assemblée nationale, par exemple. Il n'y a aucun élu de Massimanima à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Donc, à ce jour, nous ne pouvons pas nous dire qu'il y aura un candidat élu de Massimanima au poste quelconque à l'Assemblée nationale. C'est le même cas pour les Sénats, parce que pour organiser les élections sénatoriales, il faut commencer par organiser les élections législatives provinciales. À Massimanima. À Massimanima. Voyez comment toute la province est bloquée. Et la CENI n'est pas claire avec nous. Mais il n'y a pas que vous. Bon, il y a eu des provinces où on n'a pas carrément organisé l'élection pour des raisons de sécurité. Il y en a eu où on a organisé partiellement les élections. À Yakoma, c'est la même situation, le même cas que vous. Pourquoi vous avez tendance à vous alarmer comme ça? Là où on n'a pas organisé les élections pour des raisons de sécurité, ça c'est un autre cas. Un autre cas, oui. Un autre cas. Parce que là, il y a insécurité. La CENI est en difficulté d'arriver, par exemple, sur les lieux où la population est en difficulté d'aller voter. Contrairement à Massimanima, où il y a eu des élections,
malgré les bourrages des urnes et la fraude, on a sanctionné les candidats comme les candidats fraudeurs comme partout ailleurs, à Kinshasa et dans les autres circonscriptions électorales. Mais pourquoi Massi Manimba devrait continuer à être victime de ces fraudeurs qui sont connus? Mais justement, rafraîchissez-nous un peu la mémoire. Pourquoi il y a eu à la fois une validation et annulation des scrutins en même temps? C'est la grande question que nous nous posons. La CENI a avancé ces raisons que nous avons entendues. Il semblerait qu'il y avait fraude à outrance, il y avait... Ça va être le summum de fraude là-bas. Justement. Voilà pourquoi elle a annulé les élections de manière générale. Mais il y avait possibilité d'annuler, plutôt d'invalider les candidats fraudeurs et de publier les résultats des candidats non concernés par ces pratiques. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous proposez à la CENI pour ne pas que l'hécatombe ou le pire n'arrive? Nous proposons à la CENI ceci, parce qu'à ce jour, la population de Massi Manimba qui est en train de nous suivre en ce moment ici attend beaucoup de nous. Nous proposons à la CENI, si alors la CENI est en difficulté d'organiser les élections à Massi Manimba faute de moyens logistiques et financiers, elle n'a qu'à publier les résultats des élections du 20 décembre 2023. Des fraudeurs? Sans les candidats fraudeurs. Parce qu'ailleurs ici, on a publié les résultats et on a mis de côté les candidats fraudeurs. C'est-à-dire qu'on commence par lever la mesure d'annulation, ça c'est la responsabilité de la CENI, et puis elle publie les résultats des candidats victimes de la fraude, les candidats qui aujourd'hui sont en difficulté parce que cette personne a mis tous les territoires ou toute la circonscription en difficulté. Et si la CENI fait cette publication, Massi Manimba va maintenant participer aux enjeux politiques de l'heure et il y aura élection des sénateurs et des gouverneurs dans la province du Kwilu. Et cela sera justice. Nous en appelons d'ailleurs... La justice, c'est pas aussi d'accorder un peu cette présomption d'innocence aux supposés fraudeurs, ceux qui ont bourré les urnes, parce que jusque-là, ils n'ont pas été sanctionnés par une décision irrévocable de la justice. Jusque-là, ils n'ont pas été sanctionnés par une décision de la justice. Ils sont présumés innocents. Ils sont présumés innocents. Pourquoi ne pas le proclamer carrément vainqueur aussi? Il ne peut pas être proclamé vainqueur parce que la CENI, l'organe habilité d'organiser les élections, a des preuves tangibles qui attestent que ces gens ont été impliqués dans la fraude. Je crois même que récemment, la CENI est allée déposer à la Cour de cassation tous ces éléments de preuve qui accusent ces candidats. Voilà pourquoi, parce que nous demandons la publication simplement des résultats des élections, ces candidats fraudeurs doivent être mis de côté comme ça a été le cas dans les autres circonscriptions électorales. Ok, mais ils se plaindront aussi. Ils voudront que justice soit faite en leur faveur. Et vous, en quelle qualité vous faites cette recommandation? Juste en tant que jeune notable? Je suis jeune notable et je suis aussi candidat suppléant d'un député provincial, Georges Moubiedi. J'estimais qu'il a peut-être réussi. Il a raflé beaucoup de voix d'ailleurs, beaucoup de voix, plus de 3000 voix en tant que candidat député provincial, et qui a été d'ailleurs sous le leadership de M. Danis Soumbou, un candidat député national qui a aussi fait plusieurs voix, plus de 5000 d'ailleurs, pour avoir battu campagne dans plus de 8 secteurs qui composent les 10 secteurs du territoire de Massi Manimba. On va passer un mot rapidement sur cet autre sujet, l'actualité à l'Assemblée nationale, les divergences de points de vue qu'il y a entre le leader, le président de partis politiques et regroupements, notamment dans le choix à opérer sur les personnes qui doivent occuper les postes de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale et du Sénat également. Vous, en tant que jeune, ces difficultés que les vieux, il n'y a pas de jeunes pratiquement là, entre les membres de Présidium, etc., même ceux qui vont occuper, peut-être quelques jeunes seulement. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces difficultés qu'ils rencontrent à présent et les mal qu'ils causent au pays en même temps? Merci, M. Gaëtan, mais avant d'arriver à votre deuxième question, permettez-moi de placer un mot au premier sujet pour conclure. Il y a un groupe, je crois qu'ils sont à 13, des 13 candidats députés à Massi Manimba qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour demander que la Cour les proclame élus. Qui sont-ils?
Je ne vais pas citer leurs noms ici parce que je ne suis pas là pour citer les noms des individus, mais ils se reconnaissent parce qu'ils sont en train de me suivre en ce moment. Nous mettons en garde ce groupe de candidats qui d'ailleurs n'ont pas été sur terrain pour battre campagne. Parce que nous avons été en décembre à Massimanimba, nous avons sérieusement battu campagne dans les 10 secteurs de Massimanimba. Nous connaissons les candidats de chaque regroupement et parti politique qui ont battu campagne et qui ont fait des scores positifs. Ce n'est pas aujourd'hui qu'un groupe va se réunir dans un coin isolé pour saisir la Cour constitutionnelle, dans un français d'ailleurs des primériens, pour demander à la Cour de les proclamer élus. Nous mettons en garde ce groupe et nous demandons à la Cour constitutionnelle de rejeter cette requête et de la déclarer non fondée. Qui sont ces gens? Oui, je répondrai à ces gens. Vous dites que vous ne pouvez pas citer leurs noms, ce sont des candidats députés. C'est un groupe. Et pour quelle raison, d'après vous, ils ont saisi ils se sont arrogés justement cette qualité-là de pouvoir saisir la. C'est pour la même raison. D'ailleurs, ils se sont je dirais, accrochés à notre démarche. Télé 50 a d'ailleurs dans ses archives nos interventions demandant à la CENI la même démarche. Et ils se sont accrochés, malheureusement pour eux, ils se sont constitués en un groupe de 5 candidats députés nationaux et 8 candidats députés provinciaux. Et si vous regardez dans l'ossature des sièges octroyés à Massimanimba par la CENI, il n'y a que 13 sièges. 5 à la députation nationale et 8 au provincial. Et ces gens, curieusement, se sont rencontrés quelque part, ont fait une note dans un très mauvais français pour saisir la Cour constitutionnelle, pour les proclamer élus. Et cette démarche, nous la condamnons avec la toute dernière énergie et nous demandons à la Cour constitutionnelle de ne pas la considérer. Allez, passons à l'autre question dans ce cas. Pour répondre à votre deuxième question, je rappelle, comme vous l'avez dit au départ, que je suis aussi cadre de l'Union pour la nation congolaise, UNC, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, que je salue en passant, et qui est candidat unique de l'Union sacrée à la présidence de l'Assemblée nationale. Et je rappelle ici que toute la jeunesse du parti, sous le leadership de M. Yves Nsoual, soutient cette candidature et nous serons là les samedis pour mouiller les maillots. Si vous regardez le présidium de l'Union sacrée, vous avez dit qu'il y a actuellement conflit. J'étais dans le couloir, j'ai même entendu dans vos infos, on parlait d'un bloc, de 2 blocs plutôt. C'est-à-dire qu'il y a des papas, il y a des vieux qui ne veulent pas laisser le pouvoir et aller se reposer. Et voilà pourquoi ça crée des frustrations au sein de la jeunesse. Des vieux comme Vital Kamerhe, non? Des vieux comme Vital n'est pas si vieux. Quand je parle de vieux, je vois... Des plus vieux que lui. Des plus vieux que lui. Et il n'y en a pas beaucoup par ailleurs. Qui ont géré, mais les résultats, nous connaissons, mais qui veulent malheureusement s'accrocher à la tête de l'Assemblée nationale à des postes qui sont même plus bas que là où ils étaient avant. Voyez-vous comment l'homme politique congolais n'a pas l'essence de l'honneur? Là, vous faites allusion à Christophe Mbosso-Kodia, mais il n'y a pas que lui qui semble bloquer la machine. Il n'y a pas que lui. Le problème, ce n'est pas seulement lui, en tout cas. Je disais tantôt que je ne venais pas ici pour citer les noms des individus, parce que moi, je ne fais pas les débats sur les individus. S'il s'agit de Christophe Mbosso, bien sûr, je lui demanderai d'aller se reposer, parce que c'est un notable, c'est un pépé qui a droit aussi au repos, comme Léon Kengoa Dondo aujourd'hui, qui est devenu consultant de la République. Nous serons contents demain, en tant que jeunes, d'aller consulter M. Christophe Mbosso sur des questions qui concernent la République. Et moi, je demande aux députés nationaux, M. Gaëtan... Vous soutenez donc cette pétition-là, cette pétition initiée par les députés nationaux pour faire tomber le présidium? Si c'est les bureaux provisoires qui bloquent... Quel est l'enjeu même? À quoi est-ce que la population va en profiter? Aujourd'hui, M. Gaëtan, c'est depuis les 20 décembre, plutôt, parlons du 24 janvier, que nous avons un président de la République. Et le pays est bloqué parce qu'il n'y a pas un gouvernement. Et ça, c'est parce qu'il y a une personne ou un groupe d'individus qui ont décidé de bloquer la machine. Et maintenant qu'il est le moment, moi je demande aux députés nationaux de se prendre en charge et de débloquer cette machine parce que le moment est venu où le peuple congolais attend beaucoup de ce deuxième mandat du chef de l'État. Donc il ne faut pas que quelques personnes
se réunissent quelque part pour bloquer la machine et on va passer le temps comme ça jusqu'à la fin de l'année sans avoir un gouvernement, sans avoir des actions concrètes de ce deuxième mandat du chef de l'État. Moi, je soutiens cette pétition des députés nationaux. Moi, je pense qu'ils sont dans leurs droits. Ce sont des élus du peuple qui ont les mandats du peuple. Ils ont la facilité de faire tomber ces bureaux provisoires qui est en train de bloquer la machine et installer un nouveau bureau, par exemple, qui va faciliter la tâche, qui va réceptionner les candidatures de tout le monde et organiser des élections. Quelle est la responsabilité du chef de l'État dans tout ça? Le chef de l'État, lui, impute ce retard à la Constitution. Pourtant, on voit bien le problème à l'œil nu. C'est l'union sacrée de la nation qui ne fonctionne pas correctement. A-t-il réellement perdu le sifflet, comme l'a dit Jean-Claude Katéné dans une des tribunes qu'il a publiées? Je ne pense pas. Ouais. Je ne vois pas Félix Tshisekedi perdre le contrôle de l'union sacrée, mais plutôt en bon père de la nation. Je lance aussi un appel... En bon père de la nation, il préfère rester passif, c'est ça? En bon père de la nation, je lance un appel au chef de l'État pour frapper la main sur la table parce qu'il est le bon garant des institutions. On ne peut pas rester pendant 5 mois sans organiser des élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui va investir le gouvernement. Mais le chef de l'État n'a pas aussi tort laissez faire. De parler de la Constitution qui les bloquerait. Parce que vous savez aujourd'hui que notre Constitution a été taillée sur mesure pour des intérêts politiques de certains individus. Et aujourd'hui, il est grand temps... C'est assez facile, hein. Aujourd'hui, je dirais 18 ans, 19 ans après la promulgation, la première promulgation de la Constitution, que vous reveniez la remettre en cause comme ça, en disant que les penseurs, les chercheurs, les constitutionnalistes qui l'ont rédigé l'avaient fait à la faveur ou au bénéfice d'un seul individu. Monsieur Gaëtan, ça peut choquer en tout cas les consciences. Monsieur Gaëtan, ici il faut retenir que nous ne venons pas... Ça a été voté par référendum. Nous ne venons pas ici remettre en cause toute la Constitution, mais plutôt quelques articles de la Constitution qui bloqueraient ou qui n'octroieraient pas assez de pouvoir au chef de l'État pour décider comme dans les autres pays. Voilà pourquoi nous demandons... Comme dans quel pays comme ça? Vous avez par exemple la situation récente au Sénégal. Vous avez vu comment le président de la République nouvellement élu a directement nommé un Premier ministre. Un gouvernement est mis en place et aujourd'hui des actions concrètes au bénéfice des Sénégalais sont en train d'être menées. Voilà pourquoi nous demandons aux chefs de l'État et aux élus, qui seront d'ailleurs devant les responsabilités, s'ils estiment qu'il est grand temps de modifier certains articles qui bloqueraient un président de la République chez nous pour faire fonctionner la machine. Il est grand temps de les modifier. Merci beaucoup. Je laisse ce sujet en suspens comme ça parce que ça sera débattu dans la prochaine partie avec l'autre invité. Merci Héritier Mwambouine d'être passé. C'est moi qui vous remercie. On va rester ensemble. Cette fois, on va parler essentiellement de la révision constitutionnelle avec un jeune membre de Force des Patriotes de Honoré Mvula.